Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec le titre de l'actualité. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie convoqué aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères après les entraves à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques. L'Algérie dénonce des violations des conventions internationales. À Gaza, les bombardements sionistes ont tué plus de 230 journalistes, une profession déjà à haut risque. Une presse qui continue de relayer ce qu'il se passe réellement coûte que coûte sur le terrain. Les Palestiniens sont arrachés à la vie, pris pour cible par l'entité sioniste. Coup d'envoi à 20 h à Annaba de la première édition des Jeux africains scolaires. 2700 jeunes sportifs venus de 50 pays sont attendus. Ces Jeux se dérouleront jusqu'au 5 août dans plusieurs villes du pays avec l'objectif d'être un levier pour le développement du sport scolaire en Afrique. Nous parlerons par la suite des colonies de vacances au profit des jeunes Algériens résidant en France. Un groupe est arrivé aujourd'hui à Alger. Émotion et joie étaient au rendez-vous. Pour certains, c'est une grande première, pour d'autres, un retour attendu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été convoqué de nouveau aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères au sujet de la persistance des entraves rencontrées par l'ambassade d'Algérie à Paris quant à l'acheminement et à la récupération des valises diplomatiques en violation des obligations internationales du gouvernement français. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Initialement limité à l'ambassade d'Algérie en France, ces entraves viennent d'être étendues au poste consulaire algérien en dépit de l'engagement pris par le Quai d'Orsay de faire en sorte que cette mesure soit reconsidérée. En stricte application du principe de la réciprocité, le directeur des immunités et privilèges diplomatiques au ministère des Affaires étrangères a procédé à la récupération de l'ensemble des titres d'accès privilégiés aux ports et aéroports algériens accordés à l'ambassade de France en Algérie. En France, le climat politique reste sous tension. Le ministre français de l'Intérieur fait toujours autant parler de lui. Il enchaîne les attaques, y compris contre les siens. Il est accusé de saboter l'unité républicaine pour servir ses propres ambitions. Bruno Retailleau va jusqu'à relayer des discours de plus en plus hostiles et discriminatoires, notamment contre l'Algérie. Houda Rouabah et Hakim Keshroud. Dans un contexte politique français marqué par des fractures idéologiques profondes, Bruno Retailleau multiplie les attaques contre ses opposants, y compris au sein de son propre camp. Son discours radical, perçu comme une menace pour la cohésion républicaine, a récemment déclenché une vive polémique avec plusieurs responsables politiques de premier plan. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne a publiquement dénoncé ces manœuvres, l'accusant de saboter l'unité du courant modéré pour servir des ambitions personnelles. Elle alerte sur les risques d'un affaiblissement du front républicain face à la montée des extrêmes. Bruno Retailleau, le macronisme est une idéologie et un parti politique. Tenter de diviser le socle commun, c'est affaiblir les remparts contre les extrêmes. Agir ensemble exige du respect mutuel. Retailleau, loin de reculer, poursuit son offensive, cristallisant ainsi les tensions au sein de la droite et mettant en lumière la bataille idéologique qui secoue actuellement la scène politique française. Alors même que l'extrémisme s'effrite, miné par ses propres contradictions et ses discours incendiaires, Bruno Retailleau continue de trouver un écho dans certains médias français. Une tribune devenue le théâtre de campagnes hostiles, organisées et virulentes, visant directement l'Algérie. Dès que le pays affirme sa position sur la scène internationale en tant que puissance souveraine, libre dans ses choix et réfractaire aux injonctions politiques dictées de l'extérieur, les attaques se multiplient et l'acharnement médiatique bat son plein. Mais le problème, c'est qu'en fait, on se comporte avec... On a une relation qui est extrêmement immature avec l'Algérie. Et en fait, on est tout le temps en train d'essayer de courir de leur plaire. Et moi, je pense eux vont terminer, les Algériens, par rompre les relations diplomatiques avec la France. On va être tous sciés, on va être sidérés, on va se dire mais après tout ce qu'on a fait, et là on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Et on n'aura rien mis en face en mesure de rétorsion. Alors que l'échec de sa politique devient de plus en plus évident, Bruno Retailleau s'imagine qu'il peut imposer aux Français sa politique discriminatoire.
Être journaliste en zone de guerre, c'est risquer sa vie, mais à Gaza, ce n'est même plus un risque, mais un hécatombe. Depuis le début des bombardements de l'armée sioniste, plusieurs dizaines jusqu'à des centaines de journalistes palestiniens ont été tués. Une presse qui continue de raconter et de relayer ce qu'il se passe réellement sur le terrain, coûte que coûte. Les enfants sont arrachés à la vie et ceux qui attendent de l'aide humanitaire sont aussitôt ciblés par des raids sionistes. Badé Amrani. L'exercice du métier de journaliste dans les zones de conflit n'est pas chose aisée. En Palestine, des dizaines de journalistes sont tombés en martyrs car ils sont les témoins vivants du génocide perpétré par l'entité sioniste contre le peuple palestinien innocent. Adem Abou Harbin est tué dans un raid aérien à l'ouest de Gaza, portant ainsi à plus de 230 le nombre des journalistes palestiniens assassinés depuis le début de la guerre. L'occupant sioniste cible les journalistes, croyant faire taire leur voix, la voix de la vérité qui dénonce les crimes commis. Nous poursuivrons notre mission, quel qu'en soit le prix. Ces images de notre correspondant Wissem Abou Zaid, qui se trouve au cœur de ce génocide depuis le début, sont choquantes. Malgré l'accompagnement du journaliste martyr Abou Harbin à sa dernière demeure, les équipes ont continué à filmer ces scènes d'horreur et ces enfants transportés à l'hôpital. Avant, j'ai perdu mon père, ensuite mon frère, et là encore, un autre frère, et tous ces enfants innocents. Cette école censée être un refuge pour les familles et leurs enfants a été transformée en scène de mort. Le sang des innocents couvre la cour et les murs. Des Palestiniens sont déchiquetés sous les cris des familles, surtout des femmes qui ne savent plus comment dissimuler leur douleur. Dans cette école, ce sont des innocents qui sont déchiquetés, carbonisés. Où voulez-vous qu'on parte ? L'entité sioniste n'a pas cessé de cibler les innocents partout où qu'ils soient, même dans leur tente de fortune. La Palestine pleure ses enfants tombés en martyrs. Elle pleure aussi ceux qui souffrent et qui meurent de la famine. Une famine imposée par le blocus exercé par l'entité sioniste qui refuse l'entrée de toute aide humanitaire en violation des résolutions internationales. La situation humanitaire à Gaza est insoutenable et invivable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'explosion de morts et de destruction dans l'enclave palestinienne, outre l'indifférence et l'inaction de nombreux membres de la communauté internationale. Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, c'est une crise morale qui interpelle la conscience mondiale. Guterres a rappelé que depuis le 27 mai, l'ONU a recensé plus de 1000 Palestiniens morts en martyrs en tentant d'accéder à la nourriture par désespoir, alors que la population entière meurt de faim. Sur le terrain, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a prévenu que la situation déjà catastrophique se dégradait rapidement à Gaza. Une situation désastreuse suite à laquelle le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que la reprise des largages d'aide humanitaire par voie aérienne au-dessus de la bande de Gaza était une démarche inefficace face à la catastrophe humanitaire qui ravage l'enclave palestinienne. Selon lui, les largages peuvent même tuer des civils affamés. De nombreuses organisations humanitaires affirment depuis des mois être confrontées à des contraintes et restrictions de l'entité sioniste, les empêchant de fait de répondre à la crise humanitaire. Le Liban, lui aussi, est frappé. Un Libanais est tombé en martyr aujourd'hui suite à un bombardement mené par les forces sionistes sur le sud du pays. Un drone sioniste a pris pour cible un véhicule sur la route Touaris-Rifa dans le district de Sour. Malgré l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur après plus d'un an d'agression, l'entité sioniste bombarde régulièrement le Liban. L'armée sioniste, qui devait retirer complètement ses troupes du Liban, les maintient au niveau de 5 positions dans le sud du pays. Un père et ses 2 filles bloqués sur un rocher maritime situé à 700 mètres au large de Tipaza suite à la dégradation des conditions météorologiques ont été sauvés hier par les gardes-côtes du commandement des forces navales. Dans le cadre des missions et des efforts humanitaires des unités des gardes-côtes relevant du commandement des forces navales relatifs au sauvetage des vies humaines en mer, le Centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer d'Alger, en première région militaire, a reçu hier à 16h10 un appel de détresse. L'alerte concernait donc un père et ses 2 filles de nationalité algérienne, bloqués sur un rocher maritime nommé Dizlo, situé à 700 mètres au nord-est de Tipaza.
en raison de la dégradation des conditions météorologiques. Immédiatement, une opération de sauvetage a été déclenchée à travers l'engagement de l'hélicoptère de recherche et de sauvetage AS-16 relevant du 560e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage. Le père et ses 2 filles ont été évacués vers l'établissement hospitalier de Zeralda. Le service régional de lutte contre le crime organisé d'Oran a démantelé un réseau criminel organisé transfrontalier qui est activé à partir du Maroc. L'intervention a permis de saisir 18,046 kg de cocaïne, l'arrestation de 7 suspects et la saisie d'une importante somme d'argent. Une opération qui est le fruit d'importantes investigations qui ont permis d'identifier 2 éléments de ce groupe criminel à Oran. L'un d'eux était recherché et se déplaçait avec une fausse identité. Les enquêtes menées par les services compétents ont permis de saisir cette quantité de drogue dans une maison occupée par un des suspects, avant d'arrêter les 5 autres membres du groupe criminel. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République du pôle pénal spécialisé d'Oran. Dans moins d'une heure, donc à 20h précise, le stade du 19 mai 1956 d'Annaba accueillera la cérémonie d'ouverture de la toute première édition des Jeux africains scolaires. Organisés par l'Algérie, ces Jeux se dérouleront jusqu'au 5 août dans 4 villes du pays, à savoir Annaba, Constantine, Sétif et Skikda. 2700 jeunes sportifs issus de 50 pays africains y prendront part. Parrainée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette première édition se veut un véritable levier pour le développement du sport scolaire en Afrique. Elle offre une plateforme pour faire émerger les talents, renforcer la confiance des jeunes et transmettre des valeurs essentielles telles que la discipline, l'esprit d'équipe ou encore la persévérance. Ces Jeux soutenus par le Comité international olympique vont aussi préparer les jeunes athlètes africains aux grandes échéances internationales, notamment aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Ils ont traversé la Méditerranée, les yeux pleins d'étoiles. Accueillis à Alger, les enfants de notre communauté établie en France ont foulé le sol algérien. Pour certains, c'est une grande première, pour d'autres, un retour très attendu. Dans tous les cas, l'émotion et la joie sont bel et bien au rendez-vous. Et comme chaque année, ces colonies de vacances sont organisées par la Grande Mosquée de Paris en partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Yanis Elbekassem pour la couverture. Après avoir accompli les formalités de passage à la PAF, ces enfants ont eu droit à un accueil chaleureux. Des sourires, des roses, des bonbons et beaucoup d'émotions dans les regards. Ça fait très bien, on est super contents. Déjà, c'est pas la même chose que la France. Il y a plus d'accueil, on est plus nombreux, les gens sont plus gentils. Mon sang, en fait, c'est vraiment, je suis d'origine algérienne, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici et j'ai hâte de découvrir toutes les activités qu'on va pouvoir faire. Le monument des martyrs, j'aimerais bien voir, et le centre-ville d'Alger. Parce que moi, je suis plutôt du côté d'Oran. En fait, ça m'a fait peur au début, parce que sans tes parents et tout. Mais après, c'est bon, quand t'as fait, c'est bon. Je suis à la tête de 120 enfants en tant que représentant de la Grande Mosquée de Paris. Et nous sommes venus avec un message chaleureux, un message fraternel du recteur de la Grande Mosquée de Paris qui m'a chargé de vous transmettre ses amitiés à tout le peuple algérien et aussi à son Excellence le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Non loin de là, le PDG de l'aéroport d'Alger est venu personnellement accueillir ses enfants. On ressent beaucoup de joie, on a très hâte de ce qui va se passer. On se dit qu'on va passer un bon moment et on est là pour surtout s'amuser et apprendre les valeurs de l'Algérie. Ah bah super. Je ne pense pas que je puisse raconter autre chose après ce beau discours de ce jeune garçon, d'accord, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis voilà, vous allez passer de bonnes vacances, vous allez connaître votre pays, vous allez rencontrer d'autres garçons comme vous, oui. D'accord. Et je suis certain qu'avec les réseaux sociaux, vous allez garder contact, vous allez échanger, et vous allez repartir fiers parce que vous avez un beau pays. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Les gens sont très généreux, super gentils. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gâteaux sont très bons. Je suis content d'avoir cette nationalité-là. Et 1, 2, 3, vive l'Algérie! En attendant la récupération des bagages, l'organisation s'active. Les encadreurs prennent le relais pour la suite du programme. Les enfants vont découvrir tout ce qui est histoire, beauté, tourisme de l'Algérie, de leur pays d'origine. Et le même programme maintenu, y compris dans la wilaya de Djidjel, Bougie et Oran et Ain Timouchet. Avant de quitter l'aéroport, une photo souvenir.
Un moment figé, symbole d'une rencontre réussie entre les jeunes binationaux et un pays qui leur tend les bras. Dernière étape avant le grand départ, les bus sont prêts pour prendre la direction du camp de vacances de Qadous. L'aventure ne fait que commencer. Ce programme est plus qu'une opération logistique, c'est un geste d'affection, une manière pour faire comprendre à ces enfants qu'ils font partie de cette nation, même s'ils ont vu le jour sous d'autres cieux. Après ce venu passer leurs vacances en Algérie, dans le cadre de ces colonies de vacances, d'autres enfants ont choisi de les consacrer à leur foi. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, près de 1500 jeunes participent à un programme estival d'apprentissage du Saint-Coran. Mis en place par une vingtaine de mosquées, il attire aussi bien les enfants de la région que ceux venus de l'étranger. Pour les familles, c'est une manière de renforcer l'attachement à la foi, à la langue et aux racines. Illustration ce soir dans la localité de Mahatka. Un reportage de Siham Kenouch. L'été sur les hauteurs de Tizi Ouzou, ce sont les fortes chaleurs, le chant entêtant des cigales, mais aussi des voix d'enfants clairs et appliquées qui s'élèvent de la mosquée. À la mosquée de Soukotnine, dans la daïra de Mahatka. Ces enfants ne sont pas ici par hasard, ils se sont inscrits au programme estival d'apprentissage du Saint-Coran, une initiative lancée par la wilaya de Tizi Ouzou. Grâce à Dieu, notre programme connaît un grand engouement. De nombreux enfants se sont inscrits cet été. Nous avons près de 200 enfants. À la daïra de Matka, nous avons 20 mosquées qui suivent le programme, près de 1500 enfants, et ceci est une manière de les protéger des différents fléaux sociaux. Parmi ces enfants, il y a ceux ou celles qui sont venus de très loin. Je suis venue de France pour profiter de mes vacances et apprendre du Coran et de l'arabe. Ça te plaît ? Oui. Un programme simple mais profond qui en dit long sur le lien entre foi, transmission et enracinement. Terminons avec ce décor qui en a surpris plus d'un, direction le Cap Carbon qui attire des milliers de visiteurs comme tous les étés. Et parmi eux, de nombreux Algériens venus de l'étranger ou des touristes étrangers aussi. En tout cas, tous sont séduits par la beauté brute de ce site, sa vue imprenable et par sa faune, notamment ses singes, un joyau devenu un passage obligé pour les vacanciers. Le tout raconté par Raouf Hamouche à travers ce reportage. De Béjaïa jusqu'à la pointe du Cap Carbon, chaque virage dévoile une carte postale. Et à l'arrivée, c'est un décor spectaculaire, à couper le souffle, qui attend les visiteurs. Un joyau naturel qui, chaque été, attire des milliers de curieux venus de tout le pays d'ailleurs. Le Cap Carbon séduit comme jamais, un rendez-vous devenu incontournable pour les familles et les amoureux de la nature. Et on est très content et satisfait. Est-ce que vous avez vu les singes? Oui, les singes, la vue, c'est magnifique. Les bateaux, le bahar shabab, magnifique, c'est magnifique. Voilà, c'est la première fois que je reviens. Je découvre cette place-là, Cap Carbon. Franchement, c'est magnifique. C'est un endroit à visiter quand vous venez en Algérie. Et voilà. Et c'est des souvenirs quand même, ça reste des souvenirs. Ça reste gravé dans nos cœurs quand même. On a grandi ici. Et voilà. C'est la première fois que je viens ici voir les montagnes, les singes et tout. Première fois. Toute première fois. Incroyable. J'ai déjà vu des vidéos et tout, mais en vrai c'est encore mieux. Ça n'a rien à voir avec les vidéos. Il faut venir au moins une fois dans sa vie voir ça. Ça change de ce qu'on voit. Tout à l'heure je passe, j'ai le souffle coupé. Franchement c'est magnifique. Hein.
Mais ce sont sans doute les plus jeunes qui en profitent le plus. Ici, les singes ne sont pas en cage. Ils s'invitent dans le décor, curieux, malicieux et souvent gourmands. Dans cette Algérie tournée vers la mer, Cap Carbon s'impose comme une carte postale vivante, populaire, accessible et profondément attachante. Je suis en France, mais je veux revenir en Algérie parce qu'on a un pays merveilleux, magnifique. Et Cap Carbone, c'est un joyau de la Kabylie, il y a parmi tant d'autres. Et franchement, il faut le préserver. Il y a des gens qui commencent à découvrir, ils voient. Il faut vraiment la préserver, la nature, que toutes les associations ou même les ministères qui s'occupent de tout ça, de la préservation de la forêt. Là, on m'a remis des petits jeunes, ils m'ont remis des petites leaflets, là, des petites affiches pour la protection. Il faut continuer comme ça, il faut éduquer les enfants parce que ça, c'est vraiment un joyau touristique pour notre. En plus, il a une histoire incroyable, ce Cap Carbone. Et moi, je l'adore. À chaque fois que je ramène des amis de France ou d'ailleurs, il y en a qui sont venus du Sénégal, des Canadiens, ils viennent ici, ils hallucinent. Ils ne pensaient pas imaginer une seule seconde avoir un si beau paysage. Un cap, un phare, une falaise, mais surtout une émotion. Le Cap Carbone, c'est l'Algérie dans ce qu'elle a de plus simple, de plus beau et de plus vivant. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et je vous dis à très vite.